Ce sont des images incontrôlables, tirées comme des balles ou comme des missiles, qui, pour la première fois dans la toute récente campagne primaire socialiste, se sont glissées dans une campagne électorale française. Il va falloir être assez révolutionnaire dans les propositions que l'on va faire. J'ai fait une proposition, par exemple, que je ne vais pas encore écrire sur les toits parce que je ne veux pas mettre en défaut les organisations syndicales enseignantes. Puis je pense qu'il faut un pacte pendant la préparation du programme VIPES avec les organisations syndicales. Et moi, je pense qu'une des révolutions, c'est de faire les 35 heures au collège. C'est-à-dire que les enseignants restent 35 heures dans le collège. Comment se fait-il que des enseignants du secteur public aient tendance à faire du soutien individualisé payant et ils n'ont pas le temps de faire du soutien individualisé gratuit dans les établissements scolaires? Alors, quelle utilisation faire de ces images lorsqu'on est chargé de la communication d'un parti ou d'un candidat? Et quand on est journaliste dans une grande chaîne de télévision, comment déjouer leur possible manipulation? Avec nous sur ce plateau, Benoît Thiolin, vous êtes chargé de la campagne Internet de Ségolène Royal. Arnaud Dacier, vous êtes consultant pour l'UMP pour tout ce qui est les nouveaux médias, c'est-à-dire les médias Internet. Enfin, Paul Naon, vous êtes directeur de l'information de France 3, grande chaîne de télévision. Mais nous allons commencer par les télévisions américaines avec vous, Yulia Kapustina, puisque les parents d'une jeune femme viennent de porter plainte contre la chaîne CNN après l'interview de cette jeune femme, après que cette jeune femme se soit suicidée, après son interview par CNN. Oui, c'est les parents de Melinda Duquette qui ont porté plainte contre Nancy Grace, une présentatrice d'une émission spécialisée dans les faits divers sur Headline News, une chaîne filiale de CNN. Et c'est leur fille, Melinda Duquette, soupçonnée par la police dans la disparition de son propre fils de 2 ans qui s'est suicidé après un entretien enregistré avec la journaliste. Where were you? Why aren't you telling us where you were that day? You were the last person to be seen with him. And we've already gone out and distributed the flyers and spoken. Right. Why aren't you telling us and giving us a clear picture where you were before your son was kidnapped? Because I'm not going to put those kind of details out. Why? Because I was told not to. Miss Duckett, you're not telling us for a reason. What is the reason? You refuse to give even the simplest facts of where you were with your son before he went missing. It is day 12. Après cet interrogatoire plutôt musclé de Nancy Grace, dont elle a l'habitude en tant qu'ancien procureur, la jeune femme s'est suicidée. Malgré ça, la chaîne a décidé de diffuser cette interview quelques heures après son suicide. En fait, cette histoire commence fin août avec la disparition de ce petit garçon, de Trenton Duquette, de 2 ans. Et très vite, les policiers ont suspecté sa mère, et d'autant plus suspecté lorsque ces images un peu coquines retrouvées sur Internet qui apparaissent sur les chaînes locales. Donc elle fait une image d'une parfaite mère indigne, et c'est au début du mois de septembre que Nancy Grace s'intéresse justement à Melinda Duquette et fait cette fameuse interview, interroge cette jeune femme. Après le suicide de Melinda, les chaînes de télévision américaines qui sont concurrentes de la CNN s'intéressent et critiquent cette... Elles ont critiqué très très fortement CNN, oui, ça y allait. Ça y allait très très fort, notamment la NBC, la ABC et la Fox. Et sur MSNBC, un des éditorialistes expliquait et critiquait notamment cette interview de Nancy Grace. After the possibility of lawsuits, after Nancy Grace beating this woman up on air, the young mother kills herself, she goes on a 3-month jihad. Why hasn't CNN muzzled Nancy Grace until now? Because they're cowards, because they assume that because not a lot of attention is being given to, I guess, CNN headline news where she airs, it's like, okay, that argument that any publicity is good publicity. I think CNN, I know CNN is making a terrible mistake, Joe. They should have reined her in. They should have slapped her wrist. They should have said, Nancy, look, you have said publicly that your role as a talk show host is really a continuation of your representation of the state when you were a prosecutor. No, Nancy, you gave that up. You're no longer a prosecutor. You do not prosecute cases on the air because these kinds of things happen. And I've spoken to prosecutors, Joe. They don't want Nancy Grace doing what she did there because that's their job, and she screws up the government's job and messes up a case. Listen, I'm not happy that this happened, but she deserved what she got.
Et après toutes ces critiques, la journaliste Nancy Grace, elle a dû s'expliquer et elle accorde un entretien à une antenne locale de la NBC où elle explique qu'elle considère qu'elle n'est pas du tout responsable du suicide de Melinda Duquette. What do you say to people who I know have made the allegation, Nancy Grace, you had something to do with what Melinda Duckett did? Those allegations are hateful, they are spiteful, and they're also ridiculous. If I could will someone to commit suicide, believe me, Osama bin Laden and Saddam Hussein and many, many others would be dead long ago, all right? It's impractical, it's illogical, and it's hateful. So I've tried not to dwell on that and those haters and to try to focus my energy and my ability, such as it is, toward helping find Trenton Duckett. So do you have any regrets about that line of questioning? No, I do not. I only wish that I could have questioned her more. Donc, Julia, plainte des parents de la jeune femme. Oui, la plainte des parents de la jeune femme a été bien déposée, mais l'enfant, on ne l'a toujours pas retrouvé. On ne sait pas où il est. N'a toujours pas été retrouvé. David Abiker, vous avez été stupéfait par l'appétence inattendue de certains journalistes quand ils interviewent François Hollande. C'est vrai, parce que depuis la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, quand on recevait François Hollande, on lui posait 3 questions, c'était une corvée, parce que c'était quand même un des grands champions de la langue de bois. Mais depuis une semaine, quand nos présentatrices de JT le reçoivent, elles ont l'œil qui pétille, elles débordent même de questions à lui poser. François Hollande, bonsoir. Bonsoir. Énormément de questions au premier secrétaire du parti que vous êtes. Ségolène Royal sera investie officiellement, si je puis dire, d'ici 8 jours. D'abord, je voudrais que vous me définissiez quel sera votre rôle précis et peut-être vos responsabilités dans cette campagne. Alors justement, une synergie entre vous et elle, est-ce que c'est la candidate et le premier secrétaire du parti qui va procéder aux ajustements ? Dans le parti d'abord. Une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Pour qui avez-vous voté jeudi dernier ? Quelle question? Vous savez, il y a deux familles de questions. Il y a les questions qu'on posait avant à François Hollande et il y a les questions qu'on ne peut pas s'empêcher de lui poser aujourd'hui. Béatrice Schoenberg poursuit les indiscrétions après cette question-là. Une toute petite question personnelle. Chacun à sa place, disiez-vous. Quelle sera votre place après les élections législatives de 2007? Alors, on fait un peu de prospective. Puisque vous irez jusque-là au parti, mais après? Vous avez vu les regards, la petite question personnelle. On effleure le sujet sans trop l'aborder frontalement. Alors c'est quoi le sujet? Ah, le sujet, vous allez voir. Attendez un peu. Vous êtes impatient. Le lendemain, dans Dimanche Plus, chez Laurence Ferrari, eh bien, monsieur est interrogé de la même façon. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Quelques heures après la victoire donc de Ségolène Royal, tout le PS ou presque s'est réuni derrière elle. Mission accomplie, Monsieur Hollande. Et au-delà du premier secrétaire du Parti Socialiste, est-ce que vous êtes heureux qu'elle ait été désignée? Alors François, heureux? C'est quand même rare qu'on parle de son bonheur à un homme politique, mais il est vrai que le bonheur peut parfois dépendre d'une simple équation arithmétique. D'accord. Et au-delà, il faut dépasser l'équation du couple, donc. L'équation du couple. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens mariés à ces mais comment va l'équation de votre couple? C'est vrai, c'est une question qu'on pose. Alors, je pense qu'on a rendu scientifique la question pour ne pas s'engager immédiatement dans le people et évoquer par exemple la répartition des tâches, pas à la cuisine évidemment, mais dans la vie politique. Vous allez vous répartir les rôles, à elle de convaincre les Français, à vous de rassembler les socialistes et la gauche. Est-ce que vous allez jouer un rôle dans la composition de son équipe de campagne? Qui d'entre vous deux ira négocier avec Jean-Pierre Chevènement, qui a déclaré qu'il serait candidat? Et oui, qui est de corvée de commission, hein. Alors là, il est bien évident que entre les œillades, les sous-entendus sur la répartition des rôles et les questions personnelles, mais finalement, ce qui brûle les lèvres de nos intervieweuses, c'est que François Hollande parle de son couple. Alors, elles y allaient pas frontalement, elles n'y vont pas franchement du collier, mais il y a quand même une question que Laurence Ferrari pose à François Hollande sur la façon dont il perçoit son éventuel futur domicile conjugal. Un mot de votre avenir, Monsieur Hollande. Est-ce que vous êtes sûr de quitter votre poste de premier secrétaire en 2007, comme vous l'aviez annoncé? Ou est-ce que vous vous posez la question de votre avenir? Il faut toujours se poser la question de son avenir. L'Élysée vous fait peur?
L'Élysée vous fait peur. Et là, juste dans cette toute petite question, on imagine une espèce de cauchemar pour François Hollande, qu'on imagine en train de tailler des rosiers ou de faire des plans de table ou même de relancer l'opération pièce jaune. Alors, j'ai trouvé qu'elles y allaient. Mais non, mais elles y vont pas assez franchement. Parce que finalement, la question qui nous brûle les lèvres, c'est une question qu'on pourrait poser à un copain dont la femme a réussi mieux que lui ou qui a un salaire plus important que le sien. On a envie de lui dire, alors t'es fier? T'es pas complexé que ta femme elle gagne plus que toi? Est-ce que tu es encore plus amoureux d'elle maintenant qu'elle est sur cette espèce de piédestal et que tous les gens la désirent? Alors, j'ai envie de dire à nos intervieweuses qui savent l'une et l'autre, parce que Laurence Ferrari et Béatrice Schoenberg, elles savent ce que c'est que la carrière d'un mari. Hein. Soit l'une a été suivie par son mari pour s'expatrier chez Canal+, et l'autre devra renoncer à sa carrière. Elle devrait, à mon avis, nos présentatrices, y aller franco et parfois poser des vraies questions people quand toute l'opinion les attend. Donc vous lancez un appel à la pipolisation de la politique française à la télé. C'est bien ça que vous êtes en train de faire. Hein. Je me suis pas trompé. On est quel jour? C'est l'appel du 24 novembre. Voilà. On verra les suites. Alors, en attendant que la vie politique se pipelise éventuellement, Internet va-t-il modifier profondément la mise en image de la politique française? C'est la question que nous allons poser dans ce dossier avec vous, Perrine Dutreil, en partant évidemment de l'image qui, dans les derniers jours de la campagne primaire socialiste, a fait irruption dans le débat politique et sur les médias traditionnels. Oui, il s'agit d'une vidéo qui a surgi le 8 novembre dernier sur Dailymotion, un site français d'hébergement gratuit de vidéos. Image postée par un mystérieux Jules Ferry. Ségolène Royal y tient des propos inattendus pour le PS sur les professeurs. Elle était filmée en janvier dernier dans le cadre d'une réunion de militants à Angers. Donc il va falloir être assez révolutionnaire dans les propositions que l'on va faire. J'ai fait une proposition, par exemple, que je n'ai pas encore écrit sur les toits parce que je ne sais pas même dans les organisations syndicales enseignantes. Puis je pense qu'il faut un pacte pendant la préparation du programme du PS avec les organisations syndicales. Et moi, je pense qu'une des révolutions, c'est de faire les 35 heures au collège. C'est-à-dire que les enseignants restent 35 heures dans le collège. Et dans ce paquet global, il y a des cours, ne quittent pas le collège quand ils ont fini leur cours, parce qu'on est dans un système où finalement, les parents qui ont les moyens, ou même ceux qui se saignent au café, lorsque leurs enfants sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des cours de soutien scolaire individualisés. On est comme dans un système absurde où aujourd'hui en France, on a maintenant des entreprises cotées en bourse de soutien scolaire, Academia, etc., qui donnent droit à des déductions fiscales. Et ceux qui font cours dans ces entreprises, c'est les profs du secteur public. Donc comment se fait-il que des enseignants du secteur public aient tendance à faire du soutien individualisé payant et ils n'ont pas le temps de faire du soutien individualisé gratuit dans les établissements scolaires? Je pense que si on ne fait pas pourquoi pas avec les nouvelles générations d'enseignants, si nous disent non, on doit acquis, on fait de 17 heures de cours puis on s'en va. Alors très vite, la vidéo est récupérée par les sites des opposants, notamment ce site fabusien qui diffuse la vidéo. Dès le lendemain, c'est le site du Monde.fr qui publie un papier sur la vidéo et met là non pas le lien, mais carrément la vidéo sur sa page. Voilà, on voit qu'on peut cliquer directement sur la page du Monde.fr pour voir les images. Le surlendemain, l'information arrive dans les JT. Sur TF1, Claire Chazal nous parle de ces images, mais n'en passe pas d'extrait sonore. En revanche, sur France 2, il y a un sujet sur les images dont on voit là un extrait sonore. Moi, je pense qu'une des révolutions, c'est de faire les 35 heures au collège. Mais le journaliste déjà évoque l'hypothèse d'une manipulation contre Ségolène Royal à quelques jours du scrutin socialiste. Le document Internet a mis 11 mois à sortir de l'anonymat. Pour être révélé, ce n'est pas un hasard, à 5 jours du vote des militants. Et même dans le grand journal sur Canal+, le chroniqueur politique Jean-Michel Apathy nous laisse entendre que la mise en ligne de cette vidéo n'a sans doute rien d'innocent. Évidemment, quand là c'est un public d'enseignants pour une grande partie qui va voter aux élections, interne du Parti Socialiste, on se dit que si la vidéo sort maintenant, évidemment, c'est pas tout à fait un hasard. Hein. On ne sait pas qui a filmé et on ne sait pas qui fait circuler ça. D'où ça sort, ça? Alors on
remarque avec amusement que celle qui pose cette question, c'est Anne Sinclair, épouse du principal rival de l'époque de Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn. Et c'est d'autant plus savoureux que par la suite, les Strauss-Kahniens ont été assez fortement soupçonnés d'avoir eux-mêmes diffusé la vidéo. Alors, quant à France 3, dans le 19-20, Catherine Matoche nous parle également de cette vidéo et on en entend un extrait dans le reportage qui suit. Voilà, et on va revenir ensuite en longueur sur le traitement de France 3, mais d'abord, à l'instant où vous recevez cette vidéo, à l'instant où vous voyez ces images, ce qui est quand même un problème relativement nouveau dans les chaînes de télévision en France, en quels termes se situe le débat pour vous? Quels sont les choix que vous pouvez faire? Quels sont les, voilà, grand débat, il y a deux solutions, où on passe ou on ne passe pas. Donc on se réunit, on en discute, comme sur toutes les images, parce qu'il n'y a pas eu que cet exemple-là pendant la campagne électorale, enfin, qui a commencé déjà il y a de nombreux mois. Donc on décide finalement, après maintes joutes oratoires, tout à fait salutaire et démocratique, de passer la vidéo. On prend la décision de la passer, mais de l'inclure dans son contexte. Ce qu'on a entendu de la part de la Paty, de la 2, ce qu'on a fait aussi sur la 3. Dans quel cadre ça a été filmé? Pourquoi on l'a filmé? À qui profite, entre guillemets, le crime? Est-ce qu'on est manipulé? Donc, on fait tout ce travail d'explication. D'accord. Et alors, ce qui est vrai, c'est que ce jour-là, le hasard fait que vous avez prévu un duplex. Le hasard fait que nous avions invité Ségolène Royal, en duplex. Donc, tout de suite après, mais encore une fois, sans aucun rapport au départ de l'invitation avec la vidéo. Et donc, nous la faisons réagir sur la vidéo. D'accord. Tout de suite après. Alors, on va tout de suite voir un extrait du duplex. Avant de l'interviewer en duplex, vous l'avertissez que vous allez passer un extrait de la vidéo. Oui, absolument. Qu'elle va devoir. Mais elle était en duplex, elle était à Lille, si mes souvenirs sont exacts. Alors, Perrine. Oui, en duplex, et donc on lui pose effectivement la question, et elle nous apprend en fait que la vidéo était tronquée. Je noterai tout simplement que c'est assez curieux de voir une vidéo tronçonnée. Ce qui est important, c'est de voir la totalité d'un débat. Et je crois d'ailleurs que prochainement, sur le net, il y aura la totalité du débat. Je crois que c'est plus honnête que ce qui se passe actuellement. Et de fait, dans la soirée, quelques heures plus tard, les partisans de Ségolène Royal mettent en ligne la suite de la vidéo où apparaissent des propos, enfin des nuances plus sympathiques pour les professeurs. Un endroit qui a fait le 17 heures de cours, puis on s'en va. Et ça veut dire que parallèlement, il faut des moyens matériels. C'est-à-dire si les profs avaient des bureaux dans les collèges, et moi j'ai vu quelques collèges expérimentés qui fonctionnaient comme ça, et je pense qu'on n'a pas tiré globalement les enseignements de toutes les choses expérimentales qui marchent bien. Alors ça ne s'arrête pas là, puisque les partisans de Ségolène avaient eux aussi tronqué la vidéo. En fait, ils avaient enlevé le début dans lequel Ségolène Royal en fait dit qu'elle ne voulait pas crier sur tous les toits sa proposition, de peur de faire réagir un peu trop fort les syndicats des enseignants. Voilà, et c'est ce que s'est amusé à souligner un troisième internaute voilà, qui s'est amusé à mettre en ligne les 3 bouts et à expliquer tout dans le détail. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à l'arrivée, Internet va nous donner la version complète. Enfin, complète, on n'en sait rien. Hein. Mais bon, donc vous les ségolistes, entre guillemets, ont été victimes de l'irruption soudaine de cette vidéo dans un premier temps. Vous décidez de répliquer, mais en rajoutant un bout qui avait été tronqué par vos adversaires. Mais pourquoi enlever à votre tour le début de la vidéo de réplique, alors que vous pouviez savoir que Internet allait vous le renvoyer en boomerang? Je vais vous expliquer. En fait, ça, c'est plutôt une maladresse qui est due en fait à la précipitation dans laquelle on nous demande à 19h30 quand elle passe sur France 3 de mettre rapidement l'extrait in extenso en fait de la partie où elle parle des 35 heures et où elle a sorti ses remarques en fait de compléments sur les moyens matériels, etc., etc. Sur le fond, en fait, elle dit des déclarations qu'elle a tenues, qui sont en ligne et qui en fait ne sont pas un scoop. Je veux dire, les déclarations sur les 35 heures au lycée ou au collège des profs avec les moyens matériels, etc., c'est des choses qu'elle dit plusieurs mois avant. Elle avait déjà proposé ça avant. Etc. Non, enfin, là, vous vous rendez bien compte que c'est différent. Là, il y a le début, je ne vais pas le crier sur les toits, ce qui donne l'impression de la cachotterie. Oui, les syndicats. Il y a les syndicats. Il y a les syndicats, c'est très différent. Enfin, en tout cas, le jeudi, ça circule assez peu sur Internet. Il y a quelques centaines de posts. Ça reste en gros confiné à la République des blogs, où il y a des débats d'ailleurs pour savoir est-ce qu'il faut le publier, est-ce qu'il ne faut pas le publier, etc. Et tout bascule, en fait, au moment où Le Monde.fr fait un article, qui est ensuite repris, et c'est là où véritablement d'ailleurs ça bascule, au moment où la dépêche AFP tombe le lendemain matin. Si Le Monde.fr ne l'avait pas repris, vous l'auriez repris à la télé? Oui, je pense. Oui, je pense. On aurait diffusé encore une fois après ce long débat pour savoir est-ce que déontologiquement on avait le droit, pas le droit, est-ce que c'était tronqué ou pas tronqué, et encore une fois, à qui profite, qui est à l'origine de cette manipulation. Mais ce que moi je remarque dans cette vidéo, coïncidence étonnante, on avait invité Ségolène Royal, mais encore une fois sans savoir qu'on allait diffuser cette vidéo. Elle répond avec un sourire assez large. Comme toujours avec un sourire. Toujours, magnifiquement.
toute vêtue de blanc, et elle se défend plutôt bien en disant passez l'intégralité et vous verrez que mes propos ne sont pas si scandaleux. Mais alors vous, quand vous la diffusez, est-ce que vous connaissez la suite? C'est-à-dire qu'elle préconise des moyens matériels et des bureaux dans les collèges? Non, vous ne le savez pas. Non. Et alors du coup, ça pose le problème, est-ce qu'il faut la passer? Parce qu'à chaque fois que vous allez en recevoir une, finalement, ça va être le même problème. Vous ne saurez jamais ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et alors comment on c'est résout notre grand problème, depuis que l'éruption de ces vidéos, mais pas forcément en France, dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a filmé, pourquoi, comment? Et ça, c'est un des graves problèmes déontologiques qu'on se pose, et de plus en plus avec l'irruption de ce type de matériel. Et alors donc on va faire quoi? Parce qu'on sera toujours sans réponse là-dessus. On va tâtonner, quoi. Est-ce que l'UMP s'est posé la question de savoir si ils allaient utiliser cette vidéo et de quelle manière? Non, parce que quand on a commencé à en entendre parler, c'était déjà un phénomène. Et on était déjà à 100 ou 200 000. Vous n'êtes pas alerté tout de suite? Vous êtes alerté moins vite que les Fabiusiens et les Nous, on est alerté par Le Monde et par la DPHFP, dans le sens où tant qu'il n'y a pas cet accélérateur médiatique, c'est une vidéo parmi beaucoup d'autres. Qui plus est, une vidéo qui, pour quelqu'un de droite, est un non-événement, puisqu'elle dit des choses que, pour la plupart, nous partageons. En l'occurrence, quand je vois la vidéo, ma première réaction, c'est de dire so what. Ah oui. Oui. En français, et alors? Oui, et alors, parce que moi, ça me paraît complètement anodin. Et je me dis même, c'est même dangereux pour nous dans la mesure où elle tient des propos de droite, et donc quelque part, ça va être séduisant pour l'électorat de droite. Et donc, je me dis, le truc vraiment embêtant dans cette vidéo pour elle, c'est plus le début où elle dit je ne vous dis pas la même chose que ce que je dis à la télévision ou dans les réunions publiques, parce que j'ai pas le courage d'affronter l'opposition des syndicats, ou alors parce que je pense que c'est pas tactiquement malin à quelques mois des élections. C'est plus là-dessus que je pense que les gens vont réagir. Donc, alors, ce qui est vrai, c'est qu'en France, en tout cas, cette vidéo ne semble pas avoir eu un effet sur le résultat du scrutin, puisqu'elle a largement gagné, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, avec un précédent récent et retentissant. Perrine? Oui, c'est un ancien sénateur de Virginie qui en a fait les frais, puisqu'une mésaventure sur Internet lui a coûté, selon les sondages, son poste de sénateur républicain. En fait, il a traité en août dernier, en pleine campagne de réélection, un jeune homme d'origine indienne de macaque. Et la vidéo a été diffusée largement sur YouTube. YouTube, c'est le principal site mondial de partage d'images. Et la vidéo a aussi été reprise sur les grandes chaînes. My friends, we're going to run this campaign on positive, constructive ideas. And it's important that we motivate and inspire people for something. This fellow over here with the yellow shirt, Makaka, or whatever his name is, he's with my opponent. He's following us around everywhere. And it's just great. We're going to places all over Virginia. And he's having it on film, and it's great to have you here. And you show it to your opponent because he's never been there and probably will never come. So it's good for you to see here in the real world. Let's give a welcome to Makaka here. Welcome to America and the real world of Virginia. Alors le jeune homme en question, c'est lui, voilà, on voit un certain S.R. Siddharth, citoyen américain né en Virginie. Et en fait, il est en réalité ce qu'on appelle un tracker. Il était employé par l'opposant démocrate pour suivre tout le temps avec sa petite caméra George Allen jusqu'à ce qu'il puisse immortaliser un dérapage, ce qu'il a réussi à faire. Voilà, dérapage qui a obligé George Allen à présenter ses excuses et ses explications dans l'émission de MSNBC Meet the Press, qui a d'ailleurs aussi été mise en ligne sur YouTube. Critics say that macaca is a racist slur and that you used it because he was dark-skinned. What did you specifically mean when you said, welcome to America and the real Virginia? Why did you use those words toward a dark-skinned American? Tim, I made a mistake. I said things thoughtlessly. I've apologized for it as well I should. But there was no racial or ethnic intent to slur anyone. If I had any idea that word to some people in some parts of the world was an insult, I would never do it because it's contrary to what I believe. Well, where did the word come from? It must have been in your consciousness. Just made up. It's just made up word. You had never heard it before? Never heard of it before. What did you mean? And if I did, honestly, Tim, if I thought that was slurring anybody based on their ethnicity or their race or their religion, I would never do it. It's not who I am.
Bon, et rappelons qu'il a perdu. Voilà. Alors, est-ce que c'est à cause de la vidéo? Enfin, en tout cas, les sondages ont chuté spectaculairement après la diffusion de cette vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que les candidats français pourraient faire, devraient faire, envoyer des gens avec des petites caméras dans les meetings de l'adversaire pour guetter le dérapage? Écoutez, et les mettre sur Internet? Non, je ne crois pas. D'abord, je pense que aujourd'hui, la diffusion des appareils de prise de vue est telle, enfin on voit bien avec la vidéo de Ségolène Royal, je veux dire aujourd'hui on va être dans un monde de transparence où les hommes politiques ne pourront plus tenir des propos différents on et off, parce que n'importe qui pourra filmer. Oui, mais est-ce qu'il faudrait franchir un pas supplémentaire? Non, parce que moi je trouve que cette espèce de volonté de transparence absolue, ça commence à s'approcher du totalitarisme. Ça me gêne un petit peu. Moi j'ai peur de l'effet n'ayant plus de off, les hommes politiques disent en permanence des choses différentes de ce qu'ils pensent réellement. Auquel cas, on aurait exactement le contraire de ce qu'on peut espérer obtenir comme bénéfice d'une relative transparence. Donc ce serait un excès. Et là, et tout excès menace la liberté. En l'occurrence, là, ce serait vraiment le cas. Benoît, tu es là, d'accord là-dessus? Oui, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est, je pense que ce serait la même chose dans le camp d'en face. Ce qu'on fait, c'est qu'on joue la carte de la transparence sur les propres propos qu'elle peut tenir. Sur les vôtres, oui. Systématiquement, on enregistre et on diffuse l'ensemble des vidéos de Ségolène Royal sur Dailymotion, qui ont d'ailleurs un succès assez considérable, qui explique en partie aussi le succès de la dernière vidéo. C'est-à-dire quand vous regardez le nombre de millions de visiteurs qu'il y a eu sur l'ensemble des vidéos qu'on a postées depuis 6 mois, il y en a plus de 50, c'est 4-5 millions de visites, dans laquelle finalement on peut relativiser un petit peu l'affaire de 35 heures. Alors, à droite, Perrine, il y a aussi choc des images entre les médias traditionnels et les nouveaux médias Internet, d'une manière encore, pour l'instant, moins fracassante et moins spectaculaire qu'à gauche. Un exemple? On va comparer plusieurs traitements d'un même événement. Il s'agit de la passe d'armes entre Nicolas Sarkozy et Michel Alliot-Marie. C'était au Conseil national de l'UMP jeudi dernier à Paris. Michel Alliot-Marie a été en quelque sorte corrigé par Nicolas Sarkozy pour avoir tenu des propos dissidents. Les JT ont raconté l'épisode, exemple dans le Soir 3. Michel Alliot-Marie, qui entretient toujours le doute sur son éventuelle candidature à l'Élysée, a attaqué, sans le nommer, Nicolas Sarkozy. Elle n'a récolté que des sifflets. Écoutez. Trop souvent, nous avons laissé s'insinuer l'idée qu'un jeune était un délinquant en puissance ou en devenir. Nous devons écouter la jeunesse. Mais si, nous devons écouter la jeunesse, pas seulement l'entendre quand elle crie son mal-être dans la rue. Alors attaqué sur ces thèmes de prédilection et notamment la discrimination positive, Nicolas Sarkozy lui a répondu et ce sont des applaudissements qui l'ont accompagné. Écoutez. Eh bien je le dis parce que c'est ma conviction la plus profonde. La République, mes chers amis, ce n'est pas donner à chacun la même chose. Parce que sur la ligne de départ de la vie, il en est qui partent de plus loin. Eh bien, ceux qui partent de plus loin, la République doit leur donner davantage que ceux qui partent de moins loin. C'est la seule façon de faire reculer les injustices. Donc on le voit, Paul Naoum, votre chaîne a mis l'accent, comme tous les autres d'ailleurs, sur cet incident de la journée. Mais sur le site de l'UMP, pas de traces de cet incident. Il y a bien mis en ligne le discours officiel de Nicolas Sarkozy et même pas le discours de Michel Alliot-Marie. Voilà. Pourquoi alors bon, l'incident, j'imagine bien, sur le site de l'UMP, vous n'allez pas faire une séquence spéciale, ça a clashé. Mais pourquoi ne pas donner la réunion dans sa totalité, incluant cet incident comme les discours officiels? Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Surtout, à la relecture, les sifflets ne sont pas déments. Hein. C'est plutôt gentil. Hein. J'ai vu les campagnes électorales où les sifflets... Oui, il y a eu pire. Il y a eu bien pire. Bon, d'abord, je voudrais dire simplement que je ne suis pas chargé, moi, de la ligne éditoriale des sites de l'UMP, qui est fait en interne à l'UMP. Vous pensez qu'ils auraient dû le faire? Oui, je pense, parce qu'effectivement, je n'avais pas vu ces images, je les découvre là. Je trouve qu'effectivement, elles donnent... Compte tenu du compte-rendu médiatique qui en a été fait, je m'imaginais les sifflements beaucoup plus forts et Nicolas Sarkozy, on m'en avait fait une description très véhémente et je le trouve très calme là. Vous me disiez quand même au téléphone, alors effectivement vous n'aviez pas peut-être vu ces images, mais vous me disiez que le but du site n'était pas de mettre en ligne le linge sale lavé en famille. Le clash, comme vous le disiez, je crois que c'est pas le rôle de l'UMP de faire son anti-communication. De braquer le projecteur sur le clash. Mais quand même, en tant que consultant, vous préconisez pour la suite, s'il devait y avoir d'autres clashs entre Alliot-Marie et Sarkozy, on ne sait jamais. Personnellement, moi j'aurais mis ça en ligne, effectivement.
Vous aurez mis ça en ligne. Pour terminer l'histoire du clash entre Sarkozy et Alliot-Marie, oui, en fait, on retrouve une seule trace. Enfin, la vidéo n'est pas sur Dailymotion, mais on l'a trouvée sur le site de Marianne, l'hebdomadaire, qui a en fait créé en octobre un site pour couvrir la campagne présidentielle. Et en fait, c'est un journaliste de Marianne qui était aussi au Conseil national de l'UMP et qui a tourné ces images. Et lui, il a choisi de filmer ce qu'on voit rarement dans les grandes chaînes, c'est-à-dire le contre-champ. Je le dis clairement, il y a aussi des propositions que je ne partage pas. C'est pourquoi je suis contre la discrimination positive. La discrimination positive, c'est faire passer l'appartenance à une communauté avant la prise en considération des besoins de la personne elle-même. Et elle risque par là même d'exclure du soutien celui qui n'appartient pas à la communauté que l'on a décidé d'aider. La division des règlements de compte entre nous ont conduit aux défaites que l'on connaît. Tant que je serai président de notre famille, chacun s'exprimera, dira ce qu'il veut dans le temps qu'il le veut. Ça s'appelle un mouvement démocratique et c'est comme ça qu'on gagne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans un JT classique, cette image du contre-champ, de la personne qui est mise en cause et qui écoute pendant que l'autre parle. Et pourtant, c'est vrai que c'est des images qu'on regarde avec appétit. Hein. Mais c'est pire que ça. On perçoit 10 fois mieux ce qui se passe. On perçoit que elle est... Attendez, je termine. On perçoit qu'elle est contre la discrimination positive. On perçoit, grâce à l'extrait de François, parce qu'on n'a pas tout, que il lui répond sur la discrimination positive, et que sur la question des sifflets qu'on a vu sur France 3, lui, il dit que tout le monde doit pouvoir s'exprimer, faisant la leçon, j'imagine, à ceux qui ont sifflé. Voilà, ça veut dire que, grosso modo, à France 3 et à Marianne, vous arrivez à faire un sujet cohérent. Il faudrait que vous associez. Non, je suis direct, vous avez raison. Ça manque. Sur l'image du contre-champ, c'est vrai que ça, par exemple, c'est un mode de récit que les JT n'adoptent jamais. On n'a quasiment jamais de longs contre-champs comme ça sur une autre personne que l'orateur dans un meeting. En même temps, on va trouver ça de plus en plus sur Internet. Vous avez raison, simplement, encore une fois, quand Marianne filme, ils ne sont pas sur d'autres mouvements de caméra, alors que nous, on y est. Simplement, il faudrait qu'on s'associe pour avoir l'ensemble. Il n'y a qu'un seul JRI pour France 3, pareil pour France 2, si ce n'est pas fait en pool, donc on est sur l'orateur. Oui, vous êtes obligé d'être sur l'orateur. Oui, on est obligé sur l'orateur. Sans ça, on rate quelque chose. Et à vouloir tout courir, on rate tout, voilà. Oui, mais alors du coup, est-ce que vous ne craignez pas que de plus en plus de téléspectateurs aillent chercher sur Internet Je crois que c'est complémentaire, on le voit, c'est tout à fait complémentaire. Oui. Arnaud Dacier ? Non, mais je dis c'est pour ça que moi j'aurais été partisan de passer tout en continuité, parce qu'effectivement je trouve que finalement tout ça se passe plutôt bien et donne plutôt une bonne image d'un mouvement qui, on en a fait des comptes rendus médiatiques comme si c'était, on voit qu'on a quand même un effet grossissant qui est hallucinant des médias sur ce genre d'incidents finalement qu'on monte en sauce comme si c'était l'événement. Oui, et en même temps Sarkozy à un certain moment lui a répondu sur un ton énervé aussi. Et alors c'est ça la politique, c'est ça qui est sympathique, et sur le moment sur place ça donnait pas ce sentiment d'événement tragique comme on a pu quand on voit ces images, on n'a pas l'impression du drame qu'on a l'impression d'avoir vécu après avoir lu la presse du lendemain. C'est vrai. Donc si je vous entends bien, il y a une révolution à attendre sur le site de l'UMP. On va changer sérieusement. Il faut que vous compreniez que ce ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent le site internet, qui sont dans cette culture de l'internet, et ceux qui décident de ce qu'on met nécessairement en ligne, qui font partie qui décide de ce que vous... Ce sont des gens qui font de la politique depuis longtemps et qui ne comprennent pas comment fonctionnent les internautes, quelles sont leurs attentes nécessairement à tous les coups, et qui ne prennent pas forcément la bonne décision. Et vous avez essayé de leur expliquer ? Non, mais là, en l'occurrence, moi, je ne me suis pas prononcé sur ce cas-là. Mais c'est que si on m'avait demandé mon avis, j'aurais clairement été en faveur de passer ça en entier, parce que je trouve que finalement, ça rend justice à cette réunion, ça rend justice à l'UMP, autant d'ailleurs à Michel Alliot-Marie qu'à Nicolas Sarkozy, et que ça a éteint pas mal de polémiques qui ont été, à mon avis, très artificiellement gonflées par les médias. Je veux dire simplement sur le document qu'on vient de voir, Marianne et sur France 3 et les autres chaînes évidemment. Simplement, il y a eu un fait journalistique qu'on a traité, à savoir qu'il y a eu des sifflets pour la première fois depuis longtemps sur un orateur de l'UMP qui s'exprimait à la même tribune que Nicolas Sarkozy, le champion pour l'instant de l'UMP. C'était un fait, on l'a décrypté, on l'a montré et c'était une information. Et pour vous, c'était le principal fait politique de cette réunion-là. Voilà.
Donc on voit bien, non, mais de toute façon, on voit bien la différence de logique entre le journaliste et le communicant politique. Pour les gens de l'UMP, c'était quand même le vote du projet et le vote des investitures de 577 candidats qui, excusez-moi, a quand même une autre importance que du point de vue des militants de l'UMP et des sympathisants de l'UMP, et c'est pour ça qu'on a un site internet, c'est aussi pour les tenir au courant de ce qui se passe de la vie du parti, que des sifflements qui sont des choses qui peuvent arriver, surtout quand on cherche un petit peu à les provoquer avec des propos qui manquent un petit peu de nuances, je trouve. Et on se demande quasiment si l'oratrice ne cherche pas un petit peu à provoquer la salle. Enfin, c'est un peu le sentiment. Bon, attention, là on va rentrer dans le débat interne à l'UMP, puis on n'a pas invité de représentante de l'oratrice. On parle de manipulation, etc. Oui. Ça peut être dans plusieurs sens. D'accord. Voilà. Alors, dernier aspect, on a beaucoup parlé donc des images sur Internet. Dernier aspect innovateur de cette campagne primaire socialiste, nous a-t-il semblé, Perrine, l'utilisation d'Internet comme boîte à idées. Oui, vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques mois, Ségolène Royal martèle son idée forte, c'est la démocratie participative. Et cette idée passe par la création d'un site internet, Désir d'avenir, dont France 2 nous parlait en avril dernier. La présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes qui inaugure une nouvelle forme de démocratie directe puisque son livre-programme qui sera publié à la rentrée est consultable chapitre après chapitre sur un blog et que les internautes peuvent y faire des propositions. Et voilà comment Ségolène Royal prépare l'avenir. La sécurité durable. Le désir d'avenir, plus exactement, puisque tel est le nom de son site. Ce matin, on y découvre donc le premier chapitre du futur livre de la probable future candidate. Écrit à partir des contributions des internautes, en voici un extrait. On ne s'est jamais autant tracassé de l'opinion. Jamais pourtant les gens n'ont eu le sentiment d'être si peu entendus. Alors dans les mois qui ont suivi, Ségolène Royal n'a eu de cesse à chacun de ses passages télé de rappeler que les citoyens devaient se muer en force de proposition. Pour réformer, il faut d'abord savoir écouter. Écouter pour agir juste. Et si on fait l'impasse sur cette phase démocratique qui consiste à respecter les Français et à considérer qu'ils sont les meilleurs connaisseurs de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils attendent, alors les réformes sont considérées comme injustes et donc ne sont pas acceptées. Mais c'est le cœur du principe de la démocratie participative, c'est-à-dire que les citoyens sont intelligents et quand on leur fait confiance, il y a une intelligence collective qui émerge. Les citoyens sont des experts de ce qui les concerne. Ils sont très intelligents, ils disent des choses. Je crois avoir compris un certain nombre de choses par rapport à la soif des Français de participer aux décisions qui les concernent, ce que j'appelle la démocratie participative. Je crois beaucoup à la démocratie participative, c'est-à-dire à la façon dont sur tout le territoire, les gens vont venir débattre de la façon dont ils vivent, des urgences qui sont les leurs. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des citoyens. Au contraire, ils sont les meilleurs experts de ce qu'ils vivent. Nous allons lancer une campagne participative pour que tous ceux qui veulent participer, venir dans le projet des socialistes, y apporter des précisions, des idées neuves, n'ayant pas peur des idées neuves, puissent le faire. Ça veut dire que participer, ça veut dire proposer et éventuellement que vous suiviez ce qu'on vous propose? Absolument. C'est-à-dire il va y avoir cette phase d'écoute jusqu'au fin janvier. Pas plutôt diriger et être entraîner les autres? Un leader, ça doit considérer qu'il ne sait pas tout seul. Les gens qui ont des problèmes ou ceux qui ont des espoirs, des projets, qui ont envie d'aller de l'avant, sont finalement les meilleurs connaisseurs de ce qui les concerne. Bon, on a bien compris la démarche, elle l'a répété de plateau en plateau. Ce qu'on note simplement, c'est que le livre qui devait paraître n'est pas paru. Je crois qu'il a été reporté de plusieurs mois. Mais alors, simplement, cette histoire du site, de la démocratie participative et de vos idées seront les miennes. C'est un simple plan c'est un plan de communication ou c'est vrai? Par exemple, dans les quelques idées fortes que Ségolène Royal a avancées dans les dernières semaines et qui ont fait débat, est-ce qu'il y en a une dont on peut dire à coup sûr, elle vient de cette boîte à idées d'Internet, de désir d'avenir, elle vient de là, on l'a trouvée là, on l'a piochée là? Moi, je pourrais multiplier les exemples, mais un des tout récents, c'est la carte scolaire. La carte scolaire, on a eu énormément de contributions sur les défaillances que ça pouvait engendrer, sur l'inégalité pour l'accès à l'école, etc., avec des demandes d'assouplissement, de modification, etc. Il y a eu énormément de messages là-dessus.
Elle a fini par le reprendre à son compte en le mettant à sa sauce et en lançant un débat qui a d'ailleurs été assez fortement médiatisé. Et dans la foulée, il y a un débat qui a été lancé en ligne sur le site internet et qui marche très bien. Énormément de contributions, ça veut dire combien? Parce que alors, en préparant l'émission, on vous a posé cette question pour préparer l'émission. Je crois que quand on vous l'a posée au début, vous n'étiez pas très au courant. Et vous avez plongé dans les profondeurs du site Désir d'avenir pour chercher les messages. Et, en gros, on en a trouvé combien, Pierre Perrine? Sur la carte scolaire, c'est ce que vous nous avez envoyé, donc c'est votre sélection. Absolument. Après, je ne sais pas si vous avez mis la totalité, mais sur la carte scolaire, il y en a 7. Non, c'est pas du tout la totalité. Ah bon? Non, quand vous me dites vous n'étiez pas au courant, non, c'est plutôt quand on a reçu 70 000 messages depuis le mois de février et que vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour retrouver, il faut qu'on se replonge dans cette matière assez importante pour expurger la partie qui vous intéresse. Oui, mais les synthèses des messages à destination de Ségolène Royal n'avaient pas été faites avant? Si, absolument. Pourquoi vous avez besoin de retourner dans les 70 000 En fait, il y a deux choses différentes. Il y a les débats qui sont clos, qui font l'objet de synthèse au moment où on les ferme. Là, en l'occurrence, vous m'avez posé la question sur un débat qui n'est pas clos. Donc, en fait, c'est difficile de pouvoir récupérer une synthèse qui n'a pas encore eu lieu. En revanche, on fait deux choses. Attendez, excusez-moi. Sur la carte scolaire, la synthèse n'avait pas été faite, donc? Non. Alors comment elle était au courant que dans les 70 000 messages, il y avait beaucoup de demandes de modification de la carte scolaire? En fait, quand vous lancez, quand vous avez une dizaine, je vous explique, quand vous avez une dizaine de débats, en fait, alors vous voulez structurer énormément les choses, mettez l'éducation, l'immigration, l'écologie, l'environnement, etc. En fait, les gens, ils postent des messages qui ne sont pas forcément en plein dans les thèmes que vous avez lancés. Non, je vous demande comment elle était au courant? Comment elle était au courant? Si la synthèse n'avait pas été faite, et comme j'imagine pas qu'elle a lu les 70 000 messages, comment elle était au courant du fait que des internautes proposaient cette mesure? Donc on fait deux choses. On lui donne des synthèses au terme des débats quand on les clôt. Mais et sur sinon, au quotidien, on lui envoie des notes de veille sur notre propre corpus. C'est-à-dire que tous les jours, on lui envoie l'humeur du jour, les messages qui sont postés, les tendances, etc., etc. Et sur ce sujet, elle avait eu une note de veille? Elle en a eu plein, en fait. C'est pour ça que sur ce sujet, bien sûr. D'accord. Parce qu'il y a au moins un autre sujet qui est une proposition qui a aussi énormément fait débat, c'est la proposition d'encadrement militaire pour certains jeunes délinquants qu'on a aussi recherché dans les profondeurs de Désir d'avenir. Et alors là, il n'y a pas un internaute qui a proposé ça. Il y a moins de... Elle propose plus de sévérité, un encadrement plus disciplinaire, mais il n'y a pas le mot militaire. Il n'y a pas le mot militaire. Donc ça, c'est son apport propre. De toute façon, c'est pas parce qu'on lance des débats qu'on n'a pas ses propres thèmes qu'on peut lancer. Est-ce que la responsabilité des journalistes, là, ou un de leurs nouveaux rôles, d'ailleurs, dans le nouveau paysage, ce serait pas de s'assurer de la sincérité de ces démarches des uns ou des autres, d'aller... C'est une nouvelle posture et un nouveau questionnement pour nous. Ça devient de plus en plus compliqué de surveiller les uns et les autres. Il faut déjà surveiller les discours, savoir si on n'est pas manipulé, savoir ce qu'il y a derrière l'image, derrière les mots. Et si on doit maintenant savoir ce qu'il y a derrière les blogs et les messages Internet, ça devient effrayant pour nous. Vous l'avez fait un peu, je sais pas, des gens de votre rédaction sont allés se plonger dans les profondeurs du chèque de Ségolène Royal. Chacun y va, mais on manque de temps, évidemment. On manque de temps, évidemment, pour le faire. Je peux vous dire que si les journalistes ne le font pas, mais je crois qu'ils le font quand même assez souvent, les internautes se chargent de le faire pour nous. Ça c'est fait individuellement. Donc, fait individuellement. Oui, mais alors qu'est-ce qui va vous rester comme boulot alors non, mais je veux dire, si tout le monde filme, si tout le monde fait les enquêtes, si toutes les contre-enquêtes sont mises sur Internet, qu'est-ce qui va rester comme... C'est le vrai défi de ce métier du XXIe siècle. Ouais. C'est le vrai défi. Oui, mais alors quelles sont les pistes de réflexion, de solutions? On n'en a pas pour l'instant. C'est vrai? Ah non, on patine, clairement. Non, mais c'est... mais je vous le dis comme je le pense. Mais c'est-à-dire que vous pensez que contre cette nouvelle concurrence qui est celle des vidéastes amateurs, des gens qui viennent mettre des idées dans les sites, des gens qui viennent contre-enquêter sur les idées qui sont dans les sites, finalement, les médias traditionnels... Il y a inventer ou réinventer un nouveau rôle du journaliste. C'est très très compliqué. Parce qu'encore une fois, on est face à un défi qu'on n'a jamais connu. Et qui est tout à fait nouveau pour nous. Vous parliez tout à l'heure, mais encore une fois, Dieu merci, ça n'a rien à voir avec Ségolène ou avec Sarkozy. Ce qui s'est passé avec Abou Ghraib, c'est quelque chose de phénoménal. Il y a quelqu'un qui a perdu encore plus que le sénateur que vous aviez monté tout à l'heure, c'est Bush. Sur des photos qui sont passées à la seconde sur les écrans du monde entier, les photos d'Abou Ghraib, il a perdu... les photos de détenus irakiens torturés par des soldats américains. Par des soldats américains, que les soldats américains avaient filmés eux-mêmes et qui ont été mis sur le site à l'instant et propagés dans le monde entier. Et c'est vrai que ce qu'on voit en ce moment sur la politique française, c'est le prolongement du phénomène d'Abou Ghraib que vous décrivez. David ?
Moi, je voulais revenir sur les images qu'on va voir de plus en plus dans les campagnes et qu'on voit depuis 1 ou 2 ans. C'est l'image d'Épinal de l'élu à côté d'un ordinateur et avec une souris dans la main. Avant, c'est Chirac qui avait commencé avec la... Vous savez, avant, l'élu, il coupait un ruban ou il embrassait un enfant ou il déposait une gerbe. Et maintenant, de plus en plus, l'image d'Épinal politique à la télé, c'est l'élu avec une souris. Mais le problème, c'est qu'il lui faut généralement une demi-douzaine d'assistants parlementaires pour l'aider à chatter, pour l'aider à bouger la souris, etc. Donc à mon avis, il y a encore une marge de progression, mais c'est quand même assez amusant que demain, la République s'incarne avec un homme ou une femme à côté d'un ordinateur. C'est étonnant. Très bien, merci à tous trois d'avoir amorcé ce débat sur ce plateau. Ce débat qui, si je comprends bien, est amené à connaître de riches prolongements. Chloé Delhomme, alors là, encore une fois, interactivité, Internet, du participatif, en veux-tu, en voilà, qu'ont dit nos internautes à nous ce mois-ci sur Arrêt sur Image. Alors ce mois-ci, moi, j'ai pas eu de grosses polémiques. J'ai eu des critiques, mais des remarques positives aussi. Ce qui ressort surtout, c'est qu'ils sont de plus en plus exigeants avec l'émission depuis la rentrée. Ça, c'est clair. Donc je vais revenir sur l'émission du 12 novembre qui s'appelait Culture à la télé, séduction obligatoire. Vous aviez invité le chroniqueur culturel Philippe Tesson ainsi que Frédéric Tadei pour sa nouvelle émission Ce soir ou jamais qui était au centre des questions posées dans ce dossier. Alors une émission culturelle tous les soirs en direct, c'est le pari de France 3 depuis la rentrée. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Tadei, vous êtes l'animateur de Ce soir ou jamais, émission à contre-courant et innovante à plus d'un titre. Donc les internautes ont saisi, si vous voulez, l'intérêt de l'étude de cas de Tadei. En même temps, ce qu'ils ont souligné, si vous voulez, c'est une forme de paradoxe, je cite, de cet arrêt sur image qui était, donc je cite un internaute, une promo de Ce soir ou jamais, dont le principal argument était justement que Tadei, contrairement à ses concurrents, ne faisait pas de promo dans sa propre émission. Non, je pense qu'on n'a pas fait la promo de Tadei. Je pense qu'on a reçu Frédéric Tadei, comme on reçoit nos invités, comme on reçoit Paul Nahon et nos invités d'aujourd'hui. Je me souviens par exemple de lui avoir demandé s'il n'avait pas peur de faire des tunnels, de laisser des tunnels à ses invités quand il leur laisse 2, 3, 4 minutes de réponse sans interruption. Voilà. En même temps, c'est vrai que, personnellement et avec toute l'équipe d'Arrêt sur Image, on pense que c'est une émission plutôt bonne, que c'est quelque chose de plutôt bien de relever le défi d'une émission culturelle quotidienne à la télé. Donc, on n'avait pas envie de le tailler en pièces quand il est arrivé sur le plateau. D'accord. Alors, le truc, effectivement, c'est que l'aspect novateur de l'émission avait été mis en avant, mais il y a eu un bémol d'un internaute que je vais citer parce que ça soulève une question d'ordre plus général. Je suis surpris qu'on parle de révolution à propos de la forme de cette émission sans évoquer à aucun moment Culture Club, une émission sur France 4. Serait-ce lié au fait que c'est une petite chaîne de la TNT? Et en fait, je vais vous lire la réponse d'un forumeur qui a été donnée de façon à ce que vous compreniez pourquoi j'insiste autant avec cette histoire. Apparemment, dit cet internaute, ça semble un choix délibéré d'Arrêt sur Image de ne pas s'occuper de la TNT. Depuis mars 2005, aucune chronique, aucun sujet sur la TNT n'a été fait. Tout ça à cause du principe imposé par Daniel Schneiderman, qui est de ne s'occuper que des images les plus regardées par le grand public. Alors comme c'est un habitué, je trouvais ça vraiment important parce que c'est très récurrent cette question. Je me permets une fois pour toutes. Je me permets de signaler à cet habitué qu'il a du mal à regarder l'émission depuis la rentrée. Il a dû avoir de légers défauts de vigilance parce qu'on a passé énormément de séquences sur la TNT. Ne serait-ce que la semaine dernière, quand on a fait l'analyse des soirées électorales après la primaire socialiste, on l'a fait uniquement sur la base de séquences d'e-télévision et de LCI qui ne sont pas jusqu'à plus ample informés des chaînes hertziennes. On passe sans arrêt des images de chaînes étrangères. On fait très largement appel aux images de la TNT. Et en même temps, c'est vrai que sur l'émission de Tadei, vous êtes quand même énormément centré sur le hertzien. Alors que... oui, elle est sur le hertzien. Oui, elle, oui, mais les émissions culturelles, il se passe... C'était une étude de contenu de cette émission-là, donc c'était une émission... Au regard d'autres émissions... Si je puis me permettre, on a fait un montage quand même où on voyait des extraits, notamment de Café Picouli, qui est sur France 5, TNT. Oui. Voilà, donc on a quand même ratissé assez large. On travaille sur Paris Première, donc je peux pas... Non, mais bon, c'est pour ça que... Mais bon, voilà. Donc non, je pense que ce que ça soulève, c'est qu'en fait, peut-être qu'un sujet, suite à une date anniversaire de la TNT ou quelque chose comme ça... Là, mais attendez, vous trouvez que la télé fait pas assez d'anniversaires comme ça? Pitié! Non, mais vous nous en avez fait un sur les banlieues. C'est vrai. Bon, happy birthday en plus. Donc ça... Non, pas d'anniversaire. Faut pas abuser, faut pas abuser des anniversaires à la télé. Mais vous pensez qu'une émission spéciale sur la TNT, en fait, non? Non, c'est pas un sujet. Non, on se détermine.
Jamais on dit jamais on va faire une émission sur la TNT. En général, c'est toujours des images qui nous déclenchent nos sujets. Vous voyez, là, le dossier de cette semaine, c'est l'image de la vidéo de Ségolène et les 35 heures. D'ailleurs, c'est pas de la TNT, mais c'est pas non plus du hertzien. C'est quelque chose de très nouveau aussi, peut-être de plus nouveau que la TNT. Et peut-être, pardonnez-moi, de plus intéressant que la TNT, pour l'instant, me semble-t-il. Non mais c'est bien, j'ai toutes mes réponses. Donc je vais passer donc au deuxième point, c'est sur l'émission de la semaine dernière qui était La planète se meurt, au secours les médias, dont nous allons entendre la problématique. Alors, sur la nécessité de se mobiliser très vite contre le réchauffement, tout le monde est aujourd'hui d'accord, mais quelles doivent être les armes de cette mobilisation et comment l'honnêteté, l'exactitude, la précision de l'information peut-elle se concilier avec la mobilisation? Vous aviez comme invité ce jour-là Yann Arthus Bertrand, le photographe, Denis Chessou, qui est un journaliste de France Inter spécialisé, Hervé Le Treut, qui est climatologue au CNRS, et Sylvestre Huet, qui est un journaliste spécialisé aussi de Libération. Et en fait, le petit souci, c'est que certains vous ont reproché déjà d'entrée de jeu la constitution du plateau. Un internaute a même été très contrarié, je le cite. Pas un seul contradicteur, c'est comme si Daniel Schneiderman n'avait invité que des curés, un évêque et une bonne sœur pour parler de l'impact de la religiosité catholique sur le moralisme des séries rurales de France 3. Mais ça veut dire quoi? Il fallait inviter des gens qui disent non, le réchauffement n'existe pas? Non, pas le réchauffement. Il existe. Non, mais il existe, mais ils auraient voulu, je pense, qu'il y ait peut-être quand même, enfin je veux dire, il y avait quand même du monde, vous aviez 4 personnes, qu'il y en ait au moins un. Qui disent quoi? Mais qui relativise un peu parce que... attendez, laissez-moi finir avec mon autre poste parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc l'autre poste, c'est Daniel Schneiderman posait en axiome qu'il s'agissait d'une cause médiatique juste, avec la bénédiction de Yann Arthus Bertrand, dont c'est le fonds de commerce. Aucun débat ne pouvait avoir lieu, vu la liste des invités, tous acquis à la cause du militantisme médiatique. Si pour Daniel Schneiderman, aucun doute n'existait, quelle était alors la pertinence de la question posée? La question est plus dans ce poste-là. C'est-à-dire que vous avez, dans cette émission, normalement analysé une surenchère médiatique possible, et vous êtes parti qu'avec effectivement ce qu'ils appellent des militants, quoi. Non, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Je pense qu'aujourd'hui, scientifiquement, il n'y a plus de débat sur la réalité du réchauffement et il n'y a plus de débat sur la causalité entre les émissions de CO2 et le réchauffement. Il y a 4 ans, on avait fait une émission sur le même sujet dans laquelle ce débat existait encore parce que certaines mesures scientifiques n'avaient pas encore été faites. Donc là, on avait organisé une contradiction sur ce point-là. Aujourd'hui, je considère que ce débat-là est tranché. En revanche, il y a un autre débat, c'est voilà, est-ce que la télé, pour montrer ce réchauffement qui est réel, a le droit d'utiliser toutes les images? Est-ce que certaines images sont plus pertinentes que d'autres? Est-ce que certaines images sont plus efficaces que d'autres? Comment illustrer ça? Et je considérais que le débat que nous devions avoir, c'était ça. Et d'ailleurs, les interlocuteurs qu'on avait sur le plateau avaient des positions plutôt différentes sur ces points-là. Personnellement, je suis sorti un peu frustré de cette émission, c'est-à-dire que j'estime qu'ils ne sont pas forcément tous allés jusqu'au bout de leur conviction et de leur débat, c'est vrai. Bon, mais après, ça, il y a le jeu du plateau. Hein. Non, puis peut-être simplement si vous les aviez introduits en spécifiant ça en amont, peut-être que j'aurais pas eu ce type de remarque. Il m'a semblé que je l'avais dit, mais peut-être pas d'une manière assez claire d'ailleurs, puisque Arthus Bertrand, qui était assis là, m'a reproché pendant l'émission, nous a reproché de semer le doute sur le réchauffement. Vous voyez qu'on prête le flanc à des reproches contradictoires. Bon, bah moi, c'est tout pour ce mois-ci. Merci Chloé et à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir